Nous sommes amenés à établir un espace dans le sentiment où l'autre peut exister. Et donc, ça a fait que ce n'est pas moi qui suis important, mais ça devient l'autre, dans sa manière de pouvoir être inspiré, de ressentir les choses, etc. Chers amis, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les processus de fin de vie et de l'approche de ces passages que sont la transition à travers les forces de la mort et l'éveil de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'âme qui s'est séparée du corps physique et du corps éthérique. Tout d'abord, nous devons comprendre une chose, c'est que l'ensemble de la biographie est amené à contenir en elle-même, dans toutes les lois que nous rencontrons, jusque quand j'ai peut-être 80 ans, 85 ans, 90 ans, eh bien, je suis amené à rencontrer toutes les lois d'une initiation moderne telle qu'elle doit se dérouler. C'est-à-dire que la biographie aujourd'hui a dans son contenu tout ce qui me permet de développer une conscience de moi d'après les lois, on pourrait dire spirituelles, que je rencontre dans le monde de l'autre côté de la mort. En ce sens, la biographie n'a pas seulement un côté psychologique, celui dans lequel je suis pour payer mes factures et aller causer avec mon voisin, mais est positionnée ici et là des événements, et ces événements-là ont une autre fonction que la fonction psychologique. Elles ont une fonction qu'on ne soupçonne pas, et qui me permet de traverser de la meilleure manière ce qui m'attend dans le processus de passage et outre ce processus de passage. C'est ce que j'aimerais appeler le côté initiant, le côté initiatique de la biographie. Alors, nous ne pouvons pas inventer ça quand on n'en a aucune idée, à moins d'en avoir une expérience au moins partielle, ce qui nous permet de comprendre déjà que beaucoup de choses sur le plan physique, de la compréhension des choses sur le plan physique, c'est ce que j'appelle la psychologie humaine, est très en deçà, très en deçà de ce que je suis amené à vivre de l'autre côté du seuil. J'aimerais vous parler tout d'abord d'une situation qu'on va surtout rencontrer à partir de la cinquantaine, bien mûre, je dirais, entre 55 et 60 ans. C'est-à-dire qu'on va pouvoir procéder à des expériences de l'âme, ou pas, parce qu'il y a toujours, à partir d'un certain âge, l'entière liberté, il y a de devenir, je dirais, de s'agrandir à des réalités petit à petit. Il n'y a plus les accompagnements ou les instincts ou les automatismes rencontrés avant. Donc il y a toujours un élément de liberté. Plus j'avance en âge dans ma biographie, plus je découvre ce que c'est que la liberté et quels enjeux il y a. Étant jeune, j'ai la liberté d'aller courir ou de rester sur mon fauteuil. Eh bien, la liberté a des plombs. Et la véritable liberté, je ne l'acquiers que fort tard dans les enjeux. C'est-à-dire quand je commence à être délivré, je dirais de la puissance de mon corps physique, de la puissance de tous les appétits que je peux avoir, de toutes les appétences aussi de l'âme. Quand je suis libéré de toutes ces tensions, eh bien, comme cela devrait se passer arrivé à un certain âge, une certaine maturité, je me détache des enjeux petit à petit purement terrestres et purement physiques, eh bien, je commence à rencontrer le côté spirituel de la liberté, c'est-à-dire le fondement de la liberté. Et donc ça m'amène très directement avec des processus qui ont à faire avec le passage entre l'ego et le non-ego. Je vais m'en expliquer, je vais vous donner des exemples. Quand je suis dans la cinquantaine, j'ai acquis normalement, dans la septaine d'avant, c'est-à-dire dans la quarantaine, j'ai acquis une certaine solidité dans le plan social, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan des relations. J'ai un certain ego qui est là et qui fait que je sais en quelque sorte la valeur de moi-même, où est-ce que j'en suis.
Je sais les choses sur lesquelles je ne suis pas compétent, les choses où j'ai vraiment acquis une compétence, ce qui m'amène à une sûreté, à une coloration de mon ego, c'est-à-dire le sentiment de moi-même, quel que soit ce que j'en pense. Quand je vais passer dans la septaine suivante, c'est-à-dire dans la cinquantaine bien mûre, eh bien, si auparavant je voulais la liberté pour moi, dans ma manière de gérer les choses ou de les projeter ou de les établir, je vais devoir passer à un processus qui est le contraire, c'est il me faut vouloir la liberté pour l'autre. Et ça suppose une certaine maturation, une certaine épaisseur d'âme, une certaine attitude jupitérienne qui a de l'amplitude pour que l'autre puisse exister pour lui-même dans mon cercle social, mais en plus de ça, que je veuille pour l'autre quelque chose de l'ordre de la liberté qu'il puisse acquérir lui-même. C'est un exemple. Je vais vous en donner un autre. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine social, j'ai fait des centaines et des centaines de réunions avec toutes sortes de psychothérapeutes, de psychiatres, de travailleurs sociaux. Les gens sont attachés à leur point de vue de spécialiste. Le psychologue va défendre sa compréhension, l'ergothérapeute sa compréhension, l'éducateur de base sa compréhension, etc. On peut dire que chacun est dans une zone professionnalisée, mais qui restreint, en fait, qui restreint son champ de compréhension du fait de la spécialisation qui est demandée, soi-disant comme une compétence, en fait. Or, il va rester un champ qui est hors spécialisation et qui s'appelle le typiquement humain. Ce qui m'a amené, dans mon histoire à moi, à faire les réunions en deux temps. Tous les spécialistes venaient partager leur synthèse de spécialistes. On mettait ça dans un grand tiroir profond et on s'en servait plus. Mais tout le monde était content d'avoir, disons, présenté de la manière voulue sa spécialité concernant la situation. Et ensuite, nous commencions une deuxième réunion. Et là, la loi était tout autre. C'était la loi humaine. On ne parlait qu'une fois, on n'était pas interrompu, et on disait ce qu'on avait à dire en tant qu'humain sur la situation. Et ça ouvre des champs intéressants. C'est qu'on s'aperçoit que, par exemple, ce serait le moment d'amener dans le typiquement humain quelque chose qui nous semble important, mais de se rétracter, c'est-à-dire de sacrifier la prise de parole complètement. Et on s'aperçoit à ce moment-là que c'est un autre dans la pièce qui va parler, il va exactement dire la même chose, mais avec ses mots à lui, avec les exemples que lui est capable de donner. Et on s'aperçoit qu'il faut vouloir la penser, non pas pour soi, mais pour l'autre. Il n'est pas important que ce soit moi qui dise les choses, mais que ce soit dit par une personne, qui qu'elle soit, dans le groupe. Et après, nous devons apprendre, une fois que la prise de parole s'est faite hors de moi, dans le groupe, d'être le témoin de comment la pensée de l'autre surgit comme une inspiration de l'esprit. Donc, vous voyez, ce n'est pas la pensée pour moi, c'est la pensée qui doit être dite à un endroit, qui doit être partagée au milieu des hommes, et il est intéressant, une fois qu'on la possède, de la laisser mourir en soi, et elle ressuscite chez l'autre. Et généralement, c'est la personne, à mes propres yeux, la plus bête ou la plus incapable d'avoir cette pensée. Et ça fait beaucoup de bien à l'ego, je dirais, et à l'expérience du jugement personnel que nous avons implicitement, parce que les vérités les plus grandes peuvent sortir des bouches les plus innocentes qu'ils soient. Ce qui fait que le côté typiquement humain est très intéressant ici à travailler, et surtout ce qui est dit a une portée efficace dans la suite des accompagnements qu'on peut avoir avec des gens en grande difficulté. Nous sommes amenés à établir un espace dans le sentiment où l'autre peut exister, et donc ça a fait que ce n'est pas moi qui suis important, mais ça devient l'autre, dans sa manière de pouvoir être inspiré, de ressentir les choses, etc., etc.
Et donc nous arrivons à quelque chose qui part, je dirais, d'une solidité intérieure à un plan social et qui ouvre un champ à l'espace social et à l'expression qui se passe dedans. À l'approche de la mort, nous allons de plus en plus enlever tout ce qui est égoïste ou de nature égoïste bien trempée pour pouvoir s'approcher d'une réalité dans laquelle il y a un espace pluriel, extrêmement pluriel, on pourrait dire une périphérie qui ne cesse de s'agrandir, alors que sur Terre, je suis, grâce à mon corps physique, dans une situation, on pourrait dire, égoïque de base, ou du moins qui me ressente sur moi-même. Or, quand le corps me lâche, eh bien, je vais avoir une succession en 3 phases, on pourrait dire comme ça pour donner une image, où je vais passer du point à des cercles successifs d'agrandissement de moi et d'épanchement vers la sphère. Et nous allons avoir comme ça un premier degré qui va se passer après la mort. Tous ces degrés qui se passent après la mort peuvent être anticipés du côté du vivant, c'est quand je suis encore en vie. Mais je vais les expliquer maintenant du côté de la mort pour ensuite les réexpliquer du côté de la vie, de la biographie. Nous allons être amenés au moment de la mort à une séparation de notre corps éthérique dont je parlais tantôt. Notre corps éthérique se détache. Notre corps éthérique se détache du point de vue de notre corps en dessous de la tête et il se détache aussi du point de vue de notre tête, on va dire d'une autre manière, l'ensemble se détache. Et nous sommes à ce moment-là un navigateur qui navigue, le capitaine est dans le vaisseau de l'âme, si je puis dire, dans le courant de l'âme, c'est-à-dire que la conscience est tenue par les forces de l'âme, dont j'ai expliqué qu'il venait du courant de l'avenir, et les images se détachent et grandissent. Toute proportion gardée, c'est comme si nous étions dans une pièce noire avec notre mémoire personnelle, et d'un seul coup, on est dans vous savez, c'est les grands écrans avec les films, on est en voiture, et puis il y a des grands écrans géants. Eh bien, vous êtes maintenant dans une sorte de film géant. Vous ne pouvez pas du tout échapper à ça. Et vous êtes, en tant que témoin et capitaine, en train d'observer toutes ces images qui montent, et vous êtes amené nécessairement à les vivre. C'est-à-dire à les vivre et à les ressentir. C'est pas l'intellection et le raisonnement qui se met en place, c'est la conscience du cœur, qui est très différente de la conscience de la tête. Et cette conscience du cœur va faire que je vais vivre la qualité des relations que j'ai eues, en commençant par les dernières, c'est-à-dire si je meurs à 80 ans, je vais commencer à voir les gens qui m'ont entouré, peut-être les médecins, les infirmières ou les petits-fils qui sont autour de moi. Et je vais vivre toutes les scènes jusqu'au moment de ma naissance. Donc je vais les vivre à rebours, avec un tableau de vie qui ne cesse de grandir. Et je suis comme immergé, totalement immergé, et je suis, comment on va dire ça? Je suis dans une expérience de capillarité, je dirais, sur Terre. Hein, c'est comme si, par capillarité, le petit rentre dans le grand, voyez-vous, et se mélange au grand, de telle manière que quand le grand s'étend, le petit s'étend aussi dans sa compréhension. Vous voyez, une sorte de capillarité extensive et mêlée. Alors, nous avons quelque chose comme ça qui se passe, et ça, c'est la première amplitude qui se déploie, n'est-ce pas? Et là, nous faisons une expérience où, avec un tel ou un tel ou un tel, j'ai eu des relations dont je vois là que ce n'est pas tout à fait adapté, et je fais des expériences morales, n'est-ce pas? Il y a un jeu, il y a un ego qui regarde, par capillarité, tous les événements de la vie. Rien ne peut échapper à ça. Voilà. Beaucoup de personnes qui font des near-death experiences racontent ceci plus ou moins. Ça fait partie d'un premier seuil initiatique important, puisque ça nous place directement avec ce que j'aimerais indiquer, la conscience morale, c'est-à-dire la lumière spirituelle morale, devant les actes et les effets que j'ai eus
concrètement avec tous ceux que j'ai rencontrés. À une époque lointaine, c'est-à-dire autour de l'Égypte ancienne, les pensées n'existaient pas. Les hommes n'avaient pas de pensée. Alors vous allez me dire, mais comment tu sais ça? Alors quand on peut par clairvoyance pénétrer dans des temps reculés, aucune pensée n'est dans l'aura de la Terre, ça n'existe pas du tout. Et donc, alors comment font les gens? Eh bien les gens faisaient avec la mémoire et les images de la perception. Donc la mémoire avait une grande capacité, énorme capacité, et donc les gens se souvenaient. Et les gens pouvaient avoir une mémoire non seulement de tout ce qui avait été vécu et partagé en tant que, on va dire, relatif individu, mais aussi tout ce qui avait été vécu et partagé par un peuple. Il s'agit bien souvent d'une mémoire à caractère collectif. Ce qui fait que vous avez dans la Bible quelque chose qui a à faire avec la mémoire, comme quoi les gens sont reliés à un ancêtre qui avait 400 ans, qui avait 600 ans, etc. Ce sont les degrés de mémoire qu'avaient les personnes, et il y avait ce qu'on appelle des initiations qui préparaient l'homme à rester en lien avec ces mémoires de peuple, les mémoires tutélaires, on va appeler ça comme ça, qui sont des mémoires de générations entières. Et donc la mémoire était absolument grandiose, et elle a commencé à se restreindre parce que la faculté de la pensée allait arriver. On peut dire que plus la pensée va apparaître et se développer dans l'humanité, plus la mémoire, qui est l'ancienne fonction, eh bien cette ancienne fonction doit rétrécir comme une peau de chagrin. Et aujourd'hui, nous avons toutes sortes de maladies qui font que la mémoire est vraiment une peau de chagrin avec des trous à l'intérieur. Les gens ont des trous de mémoire. Et c'est ainsi que ça va avec l'intellectualisme qui se déploie. Et aujourd'hui, la Terre est saturée de pensées de toutes sortes, mais saturée au point d'étouffer. Donc nous sommes dans une phase comme ça, qu'après la mort, d'abord, nous sommes en train de revoir avec une sorte de mémoire notre situation d'âme. Et dans l'ancien temps, il y a eu un passage objectif qui était le passage de la mémoire et des vertus de la mémoire au passage de la pensée et de l'expérience morale individuelle. Parce qu'il faut attendre de pouvoir passer de l'image de la mémoire à la pensée pour pouvoir s'individuer en tant qu'égaux jusqu'à ne plus être en lien du tout avec quoi que ce soit qui n'est pas moi-même. C'est le cas de la civilisation actuelle. Les anges, bof. Les archanges, bof. Le monde spirituel, bof, bof, bof. Donc nous sommes amenés à une réduction sèche à nous-mêmes, et nous sommes bien sûr fortement amenés, dès que nous franchissons le seuil, à des extensions successives. Dans le peuple hébreu, pour ne citer que lui, nous avons Jean le Baptiste. Jean le Baptiste était un des très grands prophètes du peuple hébreu, qui avait des visions, n'est-ce pas? Et Jean-Baptiste avait été appelé Jean le Baptiste parce qu'il faisait mourir les gens. Mais c'était quelqu'un qui était aussi clairvoyant. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, se faire baptiser par Jean le Baptiste, c'était être noyé. Il prenait les gens, il les noyait. Et quand il les noyait, le corps éthérique se dégageait. L'âme se dégageait. On pourrait dire que c'était une petite mort. Et à ce moment-là, la personne faisait l'expérience de ce qu'elle avait fait pendant toute sa vie. Vous voyez? Mais de toute sa vie à elle. Ce qui fait que quand les gens revenaient à eux, parce que Jean le Baptiste était clairvoyant, il assistait au tableau récapitulatif de la personne, et puis il sortait la personne à temps comme clairvoyant, parce qu'il ne s'agit pas de détacher complètement le corps éthérique, sinon c'est fini. Et donc les gens étaient devant un choc, c'est-à-dire jusqu'à présent, ils étaient en contact avec la mémoire intragénérationnelle, collective, et d'un seul coup, ils étaient plongés à travers le processus de mort dans une mémoire personnelle de ce qu'eux avaient fait et rien d'autre. Ni les ancêtres, ni les voisins, ni quoi que ce soit. Et donc, ça a été, pour beaucoup de gens à l'époque de Saint Jean, il n'y avait pas que les Juifs, il y avait aussi les Esséniens, par exemple, d'être baptisés de cette manière, de manière à ce qu'il y ait une rupture entre la mémoire collective, pour le dire comme ça, et la mémoire individuelle.
Et cela se faisait sur un seuil de mort qui était provoqué par le clairvoyant qui baptisait. Voilà. Évidemment, ça a fait naître quelque chose, c'est que quand je suis dans la mémoire collective, en général, je m'appuie sur ce qui est commun à tout le monde, les lois, les règles que je ne dois jamais transgresser, ce sont des règles collectives, et d'un seul coup, quand je suis ramené à mes actes à moi, eh bien, c'est moi-même qui deviens ma propre loi, et donc je vais être placé devant ma propre responsabilité morale et non plus la responsabilité des lois collectives. Et donc ça crée un choc, c'est-à-dire que dans l'homme qui s'éveille aux forces du jeu, l'univers tout entier se rassemble et toutes les lois contenues dans le monde disparaissent. Je dois moi-même être le noyau qui motive ou pas mes actes et pas d'après des modèles extérieurs. C'est un choc, n'est-ce pas? Ça a une datation dans l'histoire. Il y a eu des peuples qui sont passés par ces initiations. Nous sommes passés jadis par ces initiations, ces petites initiations, et nous avons été amenés à reconsidérer, à retourner quelque chose qui était porté sur Terre dans l'espace collectif et qui maintenant se tient dans l'espace individuel intérieur. Et donc c'était aussi une manière de vivre une mort du collectif pour accéder à la force du point de vue intérieur. Aujourd'hui, nous avons un point de vue intérieur et nous devons réacquérir les conséquences dans le collectif. Les choses se retournent à nouveau, si je puis dire. Et ça se passe, peu importe ce que j'ai pensé dans cette vie, à un moment donné, ce sont les images du souvenir qui vont me rééduquer à cette dimension de ce qui est l'autre, le collectif de l'autre. C'est un point de vue qui est important, et ce point de vue qui est important au moment de la mort, eh bien, nous le vivons dans la septaine en tant que loi, autour de 55, 50, 55, 60 ans, soit un peu dans cette zone-là. Nous sommes réamenés à vivre quelque chose de l'ordre du collectif, non pas ma pensée mais la pensée de l'autre, non pas mon sentiment mais le sentiment de l'autre, etc. C'est un point de vue important et nous sommes libres là-dedans. Soit nous le faisons, soit nous ne le faisons pas. Et dans ce cas-là, nous sommes, je dirais, quelqu'un d'un âge mûr qui va avoir des volontés de puissance et des volontés, comment dire ça, qui font de moi une vieille cheminée imbécile. Voilà, soyons comme ça. Hein. Peut-être sommes-nous une vieille cheminée imbécile à bien des endroits dans la vie parce que nous sommes, dans ces âges-là, incapables de faire ce retournement. Chers amis, voilà, c'est la première partie de l'apprentissage initiatique de la biographie dans les processus et vers les processus de mort. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Je vous souhaite une bonne méditation. Voilà, au revoir.